Athènes, berceau de philosophes, de dramaturges et d'artistes qui ont façonné à jamais l'histoire de l'humanité, cachait derrière ses colonnes étincelantes une réalité si sombre qu'elle est rarement mentionnée. Tandis que sur l'acropole des idées de vertu et de démocratie étaient débattues. À quelques rues de là, des milliers de femmes et de jeunes filles étaient réduites à de simples marchandises, enfermées dans des bordels où leur vie valait moins que le prix d'un verre de vin bon marché. Une nuit avec l'une d'elles coûtait l'équivalent de 2 pains d'orge, et pour de nombreux citoyens athéniens, cet échange n'était qu'une transaction routinière, aussi courante que l'achat de fruits au marché. Ces femmes, connues sous le nom de pornai, travaillaient sans relâche, recevant 6, 8, voire 10 hommes par jour, juste pour gagner de quoi s'offrir une poignée de lentilles. Il n'y avait ni romantisme ni mystère, seulement de la fatigue, de la douleur et une humiliation constante qui était devenue une partie acceptée de la vie quotidienne. La société, qui exaltait la beauté du corps humain dans les sculptures et les pièces de théâtre, ne voyait aucune contradiction à dégrader et à détruire les corps réels de celles qui n'avaient ni voix ni droit. Aujourd'hui, leur histoire a été effacée des manuels scolaires et des guides touristiques, comme si s'en souvenir était une tache sur la grandeur de l'Antiquité. Mais parmi les ruines silencieuses de la ville, leurs pas, leurs murmures et leurs cris semblent encore résonner, implorant que leur vérité, enfin, soit racontée. Les pornais représentaient à le niveau le plus bas de la prostitution dans l'Athènes classique, et leur existence était définie par une exploitation systématique. Il n'y avait pas de limite d'âge pour être envoyé dans un bordel. Des registres judiciaires et des découvertes archéologiques révèlent que des jeunes filles d'à peine 10 ou 13 ans étaient forcées de travailler, beaucoup d'entre elles étant achetées comme esclaves à des marchands étrangers ou livrées par des familles appauvries. Dès l'instant où elles franchissaient la porte du bordel, leur identité était marquée à jamais. Un fer rouge était appliqué sur leurs cuisses, laissant une cicatrice en forme de marque commerciale, qui indiquait au monde qu'elles appartenaient à un propriétaire. La routine quotidienne était impitoyable. Ces femmes dormaient à peine, vivaient entassées dans des chambres sombres et mal ventilées, et manquaient de toute intimité. Elles travaillaient dans des coins de salles communes, séparés seulement par des tissus sales ou des nattes usées, tandis que d'autres clients observaient et attendaient leur tour. Dans cet environnement, chaque geste, chaque son, même un cri de douleur, devenait un spectacle pour ceux qui attendaient, renforçant l'idée que la souffrance féminine était une forme acceptable de divertissement. Les discours d'orateurs comme Lysias ou Dionysios montrent que la société ne voyait rien d'indigne dans ce commerce. C'était une affaire réglementée par des impôts, dont les bénéfices alimentaient même les caisses de la ville. Le tenancier de bordel s'enrichissait aux dépens du corps des femmes, et la loi non seulement le permettait, mais le protégeait. Athènes, fière de sa démocratie, n'a pas hésité à fonder une partie de sa prospérité sur un système qui traitait les êtres humains comme des objets jetables, valorisés uniquement pour leur capacité à générer des profits. Dans les bordels athéniens, refuser de travailler ou montrer la moindre résistance était non seulement inutile, mais déclenchait des représailles brutales. Les femmes pouvaient être fouettées publiquement avec des lanières de cuir tressées, frappées avec des bâtons ou laissées sans nourriture pendant 3 jours consécutifs, comme avertissement pour les autres. Ces scènes n'étaient pas cachées. Des clients habituels et d'autres esclaves observaient, certains encourageaient même la punition comme s'il s'agissait d'un spectacle. L'objectif était de briser l'esprit de la nouvelle arrivante dès le premier jour, de faire comprendre que toute tentative de conserver sa dignité ou son espoir était vouée à l'échec. Les propriétaires appliquaient ce qu'ils appelaient la correction de caractère, une série de tortures conçues pour soumettre la victime. Ils attachaient les femmes à des poteaux de pierre dans les cours, les exposant au froid hivernal avec des vêtements trempés ou au soleil brûlant de l'été sans eau à boire. Parfois, elles étaient forcées de porter des poids insupportables ou étaient frappées avec des objets du quotidien, coupes de vin, manches de couteau, massues en bois, jusqu'à leur laisser des marques permanentes. Il n'était pas rare que des clients paient des sommes supplémentaires pour infliger des dommages spécifiques, couper le visage, arracher des dents, laisser des brûlures avec de l'huile bouillante. Pour certains hommes, les cicatrices et la douleur étaient un attrait, un sceau de possession et de domination. Il existait même des compétitions grotesques où plusieurs hommes se relayaient pour soumettre une femme qui tentait de se défendre au milieu des rires,
et des paris. Des peintures du vieux siècle, AVCOJ-AC, montrent ces scènes comme un jeu, tandis que des inscriptions trouvées sur les murs d'anciens bordels décrivent les exploits de ceux qui payaient pour causer le plus de souffrance. Dans cette société, la violence contre les femmes n'était pas seulement tolérée, elle était commercialisée, devenant un produit de plus, emballé avec le corps qui le subissait. Si la vie quotidienne dans les bordels était déjà d'une cruauté insupportable, ce qui se passait lors de certaines fêtes religieuses dépassait toute limite imaginable. Parmi ces célébrations, se distinguait le festival de Dionia, dédié au dieu Dionysos, où la violence contre les prostituées était intégrée comme partie sacrée du rituel. Ces jours-là, les propriétaires livraient gratuitement les femmes à des groupes d'hommes, non par compassion, mais parce que la tradition l'exigeait en guise d'offrande. Ce qui suivait était une orgie de brutalité déchaînée, protégée par la musique, le vin et les rires d'une foule ivre. De vieux écrits racontent sans pudeur comment les femmes étaient battues, violées et torturées, pendant que des musiciens jouaient des flûtes et des tambours pour animer le spectacle. Les hommes pariaient sur la durée de résistance de chaque victime avant de perdre connaissance ou de mourir. Dans ces rituels, la femme perdait même le peu de vestiges d'humanité qui pouvait lui rester, transformée en un simple jouet pour le plaisir sadique de la foule. Il n'était pas rare que certaines meurent d'hémorragies internes, d'asphyxie ou de blessures irréparables. D'autres restaient mutilées à vie. Les prêtres, loin de condamner ces actes, les justifiaient comme nécessaires pour plaire à la divinité. Le sang versé était mélangé au vin sur des autels improvisés. Et les derniers soupirs des victimes étaient décrits comme des prières pour assurer de bonnes récoltes. À la fin de la fête, celles qui pouvaient encore marcher étaient traînées de nouveau vers les bordels, tandis que les corps des mortes étaient empilés hors des murs et jetés dans des ravins, comme des ordures. Dans une ville qui se targuait de son raffinement culturel, ces jours montrèrent le visage le plus impitoyable de la nature humaine. Pour les femmes réduites en esclavage dans les bordels athéniens, rêver de liberté était aussi dangereux qu'inutile. La loi les considérait comme une propriété, et s'enfuir équivalait à voler un objet à son propriétaire. La punition pour avoir tenté de s'échapper était délibérément brutale et publique, conçue pour insuffler la peur chez toute autre personne qui pourrait envisager de s'échapper. Certaines étaient marquées au fer rouge sur le front ou la poitrine, des cicatrices qui proclamaient à jamais leur statut de fugitive. D'autres subissaient des tourments encore pires. Elles étaient clouées vivantes sur des planches de bois et exposées sur les places publiques, où elles restaient sous le soleil ou le froid jusqu'à mourir de soif ou d'infection. Les registres judiciaires montrent des cas de femmes qui, désespérées, couraient envers les temples cherchant asile sous la protection des dieux. Cependant, l'espoir s'évanouissait vite. Les prêtres acceptaient de petites sommes d'argent pour les rendre à leurs propriétaires, scellant ainsi leur destin. Pas même les autels sacrés ne pouvaient s'interposer face à ce qui était considéré comme un droit de propriété légitime. Le sang des recapturés souillait les marches des temples et d'autres esclaves, sans autre option, étaient forcés de le nettoyer à l'aube. Chaque tentative d'évasion ratée entraînait des punitions plus sévères. Les chaînes devenaient plus lourdes, la surveillance plus stricte et le traitement plus cruel. La ville qui se proclamait berceau de la démocratie avait 1000 façons de briser la volonté d'une femme sans détruire totalement sa valeur commerciale. Mais en réalité, cette valeur s'évaporait rapidement, car il y avait toujours de nouvelles jeunes filles et femmes qui pouvaient être achetées pour moins cher que le coût d'un repas pour un citoyen libre. La vie dans les bordels athéniens ne brisait pas seulement l'esprit des femmes, mais consumait aussi leur corps à une vitesse implacable. Les écrits médicaux de l'époque indiquent que peu d'entre elles réussissaient à vivre au-delà de 25 ans. Les maladies sexuellement transmissibles non traitées, les infections chroniques causées par des blessures répétées, l'épuisement extrême et la malnutrition n'étaient que quelques-unes des causes qui mettaient fin à leur vie. Beaucoup travaillaient avec des plaies ouvertes, des hémorragies constantes ou des fièvres élevées, contraintes de servir les clients sous la menace de punition. La grossesse était perçue comme un dommage à la propriété qui devait être corrigé immédiatement. Pour l'interrompre, on avait recours à des méthodes effroyables, boire des breuvages empoisonnés
recevoir des coups sur le ventre ou soulever des poids excessifs jusqu'à provoquer une fausse couche. Les procédures décrites dans les anciens textes médicaux incluaient l'utilisation d'herbes toxiques, d'huile bouillante ou l'introduction de bâtons pointus dans l'utérus, des pratiques qui provoquaient souvent des hémorragies mortelles ou des infections létales. Si la grossesse arrivait à terme, l'accouchement avait lieu sur les mêmes nattes sales où l'on recevait les clients, sans l'aide de sage-femme, sans médicaments et sans mesures d'hygiène. L'infanticide était courant et, dans de nombreux cas, pratiqué par les mères elles-mêmes, qui y voyaient le seul moyen d'éviter à leurs enfants une vie d'esclavage. Des archéologues ont découvert de petits ossements de bébés dans des égouts et des dépotoirs proches d'anciens bordels, preuve muette d'une tragédie répétée d'innombrables fois. Les propriétaires considéraient qu'un enfant d'esclave ne signifiait que des dépenses et des jours de travail perdus, de sorte que tuer le nouveau-né n'était pas un crime, mais une mesure pratique. Dans cet environnement, la mort était aussi quotidienne que la violence, et la santé des femmes n'a jamais eu de valeur au-delà de leur capacité à générer des profits immédiats. Dans l'Athènes classique, les femmes réduites en esclavage dans les bordels n'étaient pas considérées comme des personnes devant la loi, mais comme de simples objets de propriété. Leur corps appartenait entièrement à leur propriétaire, et toute idée de consentement était dénuée de sens. Elles ne pouvaient refuser un client, même si celui-ci voulait les soumettre à des actes dangereux ou extrêmement violents. La législation était claire. Le droit de l'homme libre prévalait toujours sur toute nécessité ou souffrance de l'esclave. Les archives judiciaires montrent des tentatives désespérées de certaines femmes pour dénoncer des abus devant les tribunaux. Cependant, leurs paroles n'avaient aucune valeur légale, à moins qu'elles ne soient obtenues sous la torture pour en vérifier la véracité. Un système qui se targuait d'avoir inventé la démocratie reléguait la moitié de sa population à une condition inférieure même à celle des animaux de ferme, qui, au moins, recevaient une nourriture régulière pour pouvoir travailler. Les dettes étaient une autre chaîne invisible, mais implacable. Les propriétaires imposaient aux femmes des dépenses fictives pour la nourriture, les vêtements ou le logement, des sommes qui augmentaient chaque jour avec des intérêts abusifs et des amendes inventées. Ces comptes impossibles à régler maintenaient les esclaves piégés dans un cycle éternel d'exploitation, sans espoir de rédemption. Dans ce contexte, la liberté n'était qu'une illusion lointaine, un mirage qui disparaissait à la moindre étincelle de rébellion ou de résistance. Dans de rares occasions, une esclave réussissait à gravir un échelon dans la brutale hiérarchie des bordels athéniens. Cela se produisait lorsqu'elle devenait la favorite de son propriétaire ou d'un client riche et puissant. À première vue, la vie de ces femmes semblait un privilège. Elles disposaient d'une chambre privée, portaient des soies fines au lieu de laine rêche, arboraient des bijoux étincelants et recevaient des aliments de meilleure qualité. Cependant, cette amélioration apparente n'était qu'une autre forme d'enfermement. Chaque mouvement était surveillé, et leur bien-être dépendait entièrement du caprice de l'homme qui les protégeait. Ces favorites vivaient dans ce qu'on pourrait appeler une cage dorée. Leur position pouvait changer du jour au lendemain, sans préavis, si leur protecteur perdait intérêt ou se fâchait pour la moindre désobéissance. Dans de tels cas, la chute était immédiate. Elles retournaient au bordel commun ou, dans le pire des cas, étaient punies ou vendues à un autre propriétaire. Les registres historiques mentionnent une habitude troublante chez les hommes puissants, offrir leur favorite en cadeau à un ami distingué, comme s'il s'agissait d'une coupe précieuse ou d'une œuvre d'art prêtée par courtoisie. L'esclave, dans ces échanges, n'avait ni voix ni choix. Même au sommet de la pyramide de la servitude, sa valeur se réduisait à être un objet coûteux qui pouvait être cédé, utilisé et rendu. Ainsi, les chaînes d'or s'avéraient aussi oppressantes que celles de fer, et la prétendue privilégiée n'était qu'une autre pièce dans le jeu de pouvoir et de propriété qui définissait le monde de la prostitution esclavagiste à Athènes. Le destin final de ces femmes, qu'elles soient esclaves ordinaires ou favorites, était toujours le même: la mort sans nom et l'oubli absolu. En vieillissant ou en tombant malades, elles n'étaient plus utiles au commerce et étaient jetées comme des objets cassés. Leur corps recevait rarement une sépulture digne. L'habitude était qu'ils soient jetés au-delà des murs de la ville, déposés dans des ravins ou enterrés dans des fosses anonymes. Cette pratique allait à l'encontre des coutumes sacrées grecques, qui dictaient des cérémonies funéraires et l'érection de stèles pour honorer les défunts.
Même celles qui parvenaient à la liberté se heurtaient à un mur invisible. Leur passé les excluait à jamais d'une vie respectable. Elles ne pouvaient ni occuper des postes en ville, ni s'intégrer pleinement à la communauté. C'étaient des ombres vivantes, des fantômes sociaux qui, aux yeux de la loi et de la mémoire collective, n'avaient jamais existé. Les archéologues ont découvert des restes osseux féminins mêlés à des fragments de céramique et à des ordures, preuve physique de la manière dont la société les assimilait à des déchets. L'Athènes, qui écrivait des épopées pour immortaliser des héros et des guerriers, n'a jamais consacré une ligne à ces femmes. Leurs histoires, jugées indignes d'être racontées, sont restées enfouies sous des siècles de silence. La véritable horreur n'était pas seulement leur souffrance, mais la décision délibérée de l'effacer de la mémoire historique, comme si la reconnaître pouvait ternir la gloire de la ville. Dans l'Athènes classique, la prostitution esclavagiste n'était pas un phénomène marginal, mais un pilier silencieux de l'économie. Les impôts perçus des bordels et du commerce d'esclaves alimentèrent les caisses de l'État, contribuant à financer les temples, les théâtres et les monuments que nous admirons encore aujourd'hui. La démocratie, qui se proclamait exemple de liberté et de vertu, coexistait, sans conflit apparent, avec un système qui maintenait des milliers de femmes enchaînées. Tandis que Socrate débattait de la justice sur la place publique, à quelques rues de là, d'autres voix étaient étouffées entre des murs sales et sombres. La culture athénienne non seulement tolérait cette violence, mais l'incorporait à sa vie quotidienne comme partie de son imaginaire esthétique. Des œuvres de comédie ridiculisaient les prostituées, les montrant comme des figures vulgaires et lubriques méritant moqueries et coups. Le public riait devant des scènes de viol ou d'humiliation, et ce rire devenait un mécanisme de légitimation de la cruauté. Des vases et des coupes décorées d'images d'abus collectifs ou de torture circulaient lors de banquets privés, normalisant la violence comme un motif ornemental de plus. Tandis que les poètes chantèrent la beauté des courtisanes de haut rang, les pornets étaient relégués à des vers burlesques, où leurs larmes devenaient des métaphores de pluie et leurs douleurs des blagues de taverne. Dans cette société, la tragédie réelle de milliers de femmes se transformait en comédie ou en ornement, effaçant ainsi toute possibilité d'empathie. L'Athènes, qui a élevé la tragédie au rang d'art suprême, avait également perfectionné l'art d'ignorer la souffrance humaine lorsqu'elle provenait de celle qu'elle considérait indigne de compassion. Dans les pierres silencieuses de l'ancienne Athènes, les échos de ces vies brisées semblent encore résonner. Des dizaines de milliers de femmes, réduites à l'état de marchandises, ont disparu sans laisser de traces dans les registres officiels, sans tombe ni nom pour les identifier. Leurs histoires, trop inconfortables pour s'intégrer dans le récit glorieux de la ville, ont été ensevelies sous des siècles de silence. Le berceau de la démocratie, loué pour sa philosophie et ses arts, a bâti sa splendeur sur l'exploitation systématique de celles qui n'ont jamais eu de voix. Le marbre du Parthénon, que nous admirons aujourd'hui comme symbole de beauté éternelle, a été payé par le sang et la souffrance d'esclaves anonymes. L'Athènes, qui a appris au monde à penser librement, a nié la liberté à la moitié de sa population, la reléguant aux ombres les plus sombres de l'histoire. Ce contraste n'est pas seulement un paradoxe historique, mais une blessure qui suppure encore dans la mémoire collective. La reconnaissance que la grandeur culturelle peut coexister avec la plus cruelle des injustices. Se souvenir de ces femmes n'est pas un simple exercice de justice historique. C'est un acte de résistance contre l'oubli. Elles furent invisibles de leur vivant et presque effacées après leur mort. Mais leur douleur et leur dignité méritent d'être racontées. Que leurs voix, réduites au silence pendant des siècles, trouvent aujourd'hui un écho dans nos paroles et que la mémoire de leur souffrance serve à ce qu'aucune société ne justifie plus jamais la violence par l'éclat de ses réalisations.